Alors bonjour, merci d'avoir répondu présent à ce deuxième numéro de Regard d'Actu. Est-ce que vous pouvez nous raconter la destination de vos dernières vacances? Bon, alors les vacances c'est généralement en juillet-août et juillet-août dernier j'étais à Gaza, donc sous une chaleur un peu d'époque et sous une chaleur de bombe aussi qui tombait sur cette zone en fait pendant l'été. Pas mal de gens ont suivi, d'autres ont dû partir en vacances, ils ont peut-être un peu moins suivi l'actualité à ce moment-là. Alors en principe moi je suis médecin. Je travaille en banlieue parisienne, je suis chirurgien obstétricien et je fais partie des ONG dites humanitaires depuis de longues années. J'ai travaillé notamment avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, j'avais des responsabilités au sein d'aide médicale internationale. Et là, depuis quelques temps, je travaille avec une ONG palestinienne qui s'appelle Palmed Europe, faite par des cadres palestiniens dans toute l'Europe, dans 15 pays d'Europe, avec une présidence en Angleterre. Et en principe, on devait partir au mois d'août pour faire une formation de chirurgie laparoscopique pour l'hôpital de Rafah, au profit des médecins sur place. Parce que je suis parti déjà l'année dernière, au mois d'avril 2013. Mais bon, on peut appeler ça une guerre ou une agression, parce que la disproportionnée a commencé au début de juillet, et j'étais disponible, il y avait 2 anesthésistes, bien que je ne sois pas le chirurgien adéquat, parce que je ne suis pas viscéraliste ni orthopédiste, j'ai dû partir avec eux. Le 11, en fait, on a été déjà au Caire, et le 12, on nous a refusé l'entrée, le 13, on a pu accéder à ce territoire déjà bombardé depuis quelques jours. Alors, on arrive, première nuit, c'était Ramadan, donc après la rupture du jeûne. Donc, premier bombardement, je reçois, en fait, j'étais aux urgences tout de suite après, premier patient qui quittera jamais, je pense, voilà, mon inconscient. C'est un jeune homme coupé en deux, certainement par un missile individuel. Ceux-là, j'ai appris par la suite qu'ils sont tirés par des drones. Ces engins de la mort, en fait, récents, où le tireur il est dans un bureau très lointain et il a des cibles voilà, déterminées, soit par leur mobile, soit par d'autres informations qu'ils ont. Après, je reçois des blessés de la même famille parce qu'ils étaient au seuil de leur maison après la rupture du jeûne. Une dame de vingtaine d'années, une jeune femme en fait, et un monsieur de cinquantaine d'années qui sont en train de décéder, bien qu'il n'y avait pas de grosses blessures apparentes sur leur corps, mais ils avaient des blessures dans des endroits dits nobles en langage médical, notamment pour le monsieur c'était le cœur et pour la femme c'était le cerveau. Parce qu'en fait, comme elle respirait encore, on a essayé de l'opérer en urgence. Malheureusement, elle est décédée sur la table d'opération. À côté de ça, il y avait un jeune enfant de 13 ans qui avait des douleurs avec une plaie pénétrante dans le ventre. Là, j'ai dû l'opérer avec mes collègues palestiniens. Et lui, il avait des déchirures multiples dans l'intestin. On a réséqué l'intestin. Il s'en est sorti. Voilà, première nuit, 3 décès et une survie. Deuxième nuit, on nous transporte donc à l'hôpital Shifa, qui est devenu l'épicentre un peu de toute la bande, parce que c'est là où il y a toutes les télés, c'est là où il y a les internationaux, c'est là où il y a toutes les ONG qui travaillent. Les deux que j'ai croisés, moi, c'est Médecins sans frontières, qui ont une équipe chirurgicale qui travaille là-bas, et Croix-Rouge, où il y avait des médecins italiens en fait, qui travaillaient aussi au niveau des urgences. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'ONG cette fois-ci, et au bout d'une semaine de notre présence, ça s'est durci et les Égyptiens ne laissaient plus entrer, enfin ils nous ont laissé entrer presque pas de grosses équipes d'aide ou de soutien, par des petites choses vraiment. Nous, la chose que je suis parti, on a envoyé 8 médecins par la suite, 6 ont été reculés, enfin 2 sont entrés parce qu'ils sont originaires de Gaza. Bon, c'est ce qui a motivé que mes vacances, en fait, on peut appeler ça des vacances, se sont prolongées. Mon séjour s'est prolongé à Gaza parce que les médecins ne pouvaient pas accéder. Je commençais à faire un peu au-delà de ma spécialité, faire de la chirurgie viscérale, faire des urgences, faire de l'échographie pendant l'afflux massif de patients. Donc je me suis trouvé une place intéressante au sein de ces équipes-là et des gardes avec eux.
Et voilà, et je suis resté. Oui, c'était vraiment sur votre temps libre, c'est-à-dire que vous n'étiez absolument pas dans... Oui, en fait, moi je travaille peu pendant le Ramadan et après je devais rejoindre ma famille au Maroc au mois d'août et c'est du temps que j'ai pris. Donc, en fait, vous savez, le temps, dans tout engagement, les gens n'ont pas beaucoup de temps, donc le temps il faut le prendre. Et donc on le prend des fois pour passer des vacances, mais on le prend pour des choses qui sont, à mon avis, beaucoup plus importantes que passer des vacances, parce que là, en fait, j'étais dans un endroit où j'étais utile. Et donc, je pouvais faire des choses, apporter aussi un soutien aux gens par ma présence et par mon travail. Et aussi, petit à petit, je commençais aussi à faire du témoignage, en fait, un peu d'écrire ce que j'avais, parce que petit à petit, les gens commençaient à m'écrire. Surtout les Maghrébins et les musulmans ont fait un transfert sur ma personne, qui était là-bas. J'ai pris ça bien, et je pense que ça m'a fait du bien aussi de pouvoir écrire un peu ce que je voyais, voilà, de façon vraiment objective et réaliste, parce que ce que je disais était transmis un peu par les télés, qui étaient autorisés à filmer, et donc tout le monde voyait en fait un film, un live quoi, pendant l'été, un live triste, mais un live quand même. Voilà. Et j'ai vu que vous êtes invité dans beaucoup de conférences, vous témoignez beaucoup un peu partout en France. Justement, en fait, c'est par ce nouvel outil en fait, d'intervention ou bien de témoignage qui est en fait la presse alternative ou Facebook ou Twitter qu'on peut utiliser pour faire des bêtises, mais on peut aussi utiliser pour transmettre de l'information. Après, les gens, j'ai constaté en fait qu'ils avaient donc un flux d'infos pendant l'été, mais que ce n'était pas cadré chez eux. Et donc, nous, on part d'un concept qui n'est pas forcément politique, mais bon, c'est toute guerre, elle est politique, parce que la conséquence d'une politique bonne ou mauvaise, là, tout le monde a le droit de faire son opinion. Et après, on décrit un peu la situation, comment on la voit, on décrit comment elle était, notre étonnement à l'intérieur, on voyait un peu le monde qui a laissé tomber cette zone, et mes questions importante pour moi, qui suis ce qu'on appelle un médecin humanitaire depuis plusieurs années, c'est que je me posais des questions sur toutes les choses auxquelles je croyais. Je me posais des questions sur les couloirs humanitaires, sur les droits et devoirs d'ingérence, que je connais bien Médecins sans frontières. Je posais des questions sur le droit de l'homme, le droit des femmes, le droit des enfants. Est-ce que ce peuple-là n'a pas de droit, ou parce qu'il est au mauvais endroit face à un adversaire très puissant et qui a la main sur la presse mainstream et a la main aussi même sur les intellectuels. Bon, les peuples sont sortis un peu dans les rues, notamment en France et ailleurs. Mais en France, même, il y a eu une interdiction a priori, parce que très vite c'est mélangé par d'autres rallants islamophobes d'un côté et qu'on peut donc traduire par raciste de l'autre. Et bien que cette question-là, je ne pense pas que c'est une question de race, c'est une question de justice. Pour moi, j'ai vécu ça comme une injustice. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé depuis longtemps de faire la médecine humanitaire. Et l'injustice, une fois que l'être humain l'accepte, il passe à un cap supérieur. Il peut être après la victime. L'injustice, en fait, vis-à-vis des humains, c'est très vite. En fait, moi, je suis musulman, donc je connais bien le bassin musulman et ce qui arrive depuis des dizaines d'années, surtout depuis le 11 septembre. C'est que pour attaquer donc n'importe quel pays, on a déshumanisé les êtres humains. Et quand on déshumanise dans la presse, dans l'intellect et dans l'inconscient un être humain, on peut en faire ce qu'on veut. On a même moins de passion pour cet être humain une fois qu'on lui a enlevé ses qualités. Et là, c'est ce qui se passe, je pense, chez un certain nombre d'Occidentaux, travaillés par les médias mainstream, de voir en fait que voilà, le Palestinien, finalement, il est tout de suite catalogué à une branche politique, elle-même cataloguée à un terrorisme, et l'affaire elle est réglée. Et donc on peut utiliser tous les moyens pour arrêter ceci. Voilà. Par rapport à l'actualité, en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Quel regard vous portez sur la politique internationale, sur Daesh et tout ce qu'on peut voir en ce moment? Effectivement, en fait, moi j'ai remarqué que durant les derniers discours de Benyamin Netanyahou, il a commencé à parler du Hamas comme Daesh. Donc il a fait un amalgame un peu pas compréhensif
Surtout, moi qui ai une culture arabe et musulmane et qui connaît bien en fait l'histoire de l'islam et les choses et quelque chose écrit dans le texte sur lequel on peut s'adosser de façon soit juste, soit injuste. Et en fait, Hamas, on peut ne pas être d'accord avec sa politique, mais il y a une résistance sur laquelle tous les Palestiniens sont d'accord. Un peuple qui résiste, ça lui est reconnu par le droit international. Les Palestiniens étaient d'accord sur ça. Après, bien évidemment, ceux contre lesquels on résiste, on va toujours le nommer terroriste. Ben, Jean Moulin, il était bien nommé terroriste par les Allemands. Le FFI, les forces françaises d'intervention d'intérieur, ils étaient bien des terroristes pour les Allemands. Bah, tous ceux qui se battent pour leur pays, pour le pays qui occupe ou qui te fait la guerre, c'est des terroristes. Les Algériens ont été aussi des terroristes pendant les événements. Bah, c'est un langage qu'on connaît. Eux-mêmes en Palestine considèrent que tu as un État puissant, fort, qui utilise tous ses moyens contre une population qui possède des petites choses, et aussi un État terroriste. Ben là, la sémantique, on peut l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Alors que Daesh, nous, comme musulmans, Daesh qui est l'acronyme qui veut dire l'État islamique de l'Irak et du Levant, il est gênant pour nous. Il est gênant parce que depuis son apparition, on ne comprend pas comment tout ça s'est fait. On comprend un peu que c'est fait sur un terreau d'injustice globale. Dernièrement, j'ai eu des informations de chercheurs que c'était en fait l'injustice faite sur les Irakiens depuis des dizaines d'années et par les Américains et ensuite par le régime chiite de Maliki vis-à-vis de sunnites, surtout dans la ville de Fallujah, a fait chez les gens donc une certaine, comment dirais-je, une certaine une blessure très profonde et qui ne pouvait être résolue par la suite que par les armes, parce qu'ils ne pensent plus à ce qu'on appelle les élections, ou bien ils appellent ça le cheminement politique en Irak qui fait fabriquer, mais qui en fait qui écrase, qui a beaucoup écrasé les sunnites parce qu'ils ont dû payer pour Saddam. L'autre côté, en Syrie, c'est le contraire. C'est toujours la même chose, mais en fait, c'était toujours des chiites, qui sont les alaouites, qui gouvernent depuis 50 ans et qui ont écrasé les sunnites pendant 50 ans. Et ça, je pense que beaucoup de gens qui lisent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, prennent toujours les façons très simples. Ce n'est pas une guerre de religion entre chiites et sunnites, mais c'est une guerre en fait entre celui qui a le pouvoir qui écrase celui qui ne l'a pas. Et qui l'écrase de telle façon violente et longue que chez lui, il enlève toutes les solutions pour un règlement pacifiste et qui peut passer éventuellement par les urnes. Après, ils ont dit qu'il faut prendre les armes. Bien sûr, quand tu as un terreau pareil, avec une idéologie nouvelle, une idéologie qui existe, qu'on peut tirer du Coran et qu'on va financer, ben, tu peux avoir des choses pareilles. C'est l'explication de pas mal de gens. Alors après, on n'est bien évidemment pas d'accord avec les exactions, on n'est pas d'accord avec les mises en scène de coupures de tête, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'on nous voit, mais il y a certainement des réalités qu'on ignore sur place, et on ne prend que ce qu'on nous dit. Moi, j'y étais pas, on a très peu de reporters qui ont été vivre avec Daesh pour nous dire vraiment comment ils traitent les gens, mais on a les images très négatives, que si ceci est vrai, bien évidemment, tous les musulmans ne peuvent pas être d'accord avec ceci, parce que sinon, ça nous fait passer pour des inquisiteurs, et ceci est très mauvais pour la religion. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire chrétienne, quand on voit un peu pourquoi les gens ont quitté leur religion, c'est à cause de l'Inquisition, qui a en fait amené la religion d'une force et d'une violence que généralement l'être humain n'en veut plus. Et peut-être que ça se joue aussi vis-à-vis de notre religion, enfin de ma religion qui est l'islam, qu'on est en train de nous faire passer par ça, parce que j'étais aussi en Afghanistan il y a une douzaine d'années, et c'est la même chose qui s'est passée avec les talibans. On a la même chose aussi qui s'est passée avec la Somalie et les Shabab, au nord du Nigeria avec Boko Haram, au nord de Mali avec Ansar Din. On a toujours le même film qui se répète. Et voilà, et c'est toujours une poignée de personnes, des centaines, qui ne dépassent jamais les milliers. Et voilà, on a le cirque derrière. Bon, mais tout ça, il y a, je pense, des choses cachées qu'on ne connaît pas. Nous pauvres
pauvre citoyen, même si on voyage un peu. Justement, on voit que vous avez voyagé dans beaucoup d'endroits. Vous êtes également très actif en banlieue. Je sais que ça vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur... Oui. Bah, de Daesh à la banlieue, il n'y a qu'un pas. Parce qu'en fait, maintenant, la France, quand elle s'est engagée dans les frappes aériennes, tout de suite, on a fait peur aux gens. Je venais d'arriver en fait de Gaza et je voyais en fait une certaine phobie monter. Voilà, ce sont les jeunes de la banlieue, ils vont partir là-bas, ils vont revenir, ils vont être violents. Et bien évidemment, on va sortir Mera, on va sortir la famille de Mera. Voilà. Et en plus, on a un touriste français qui se fait assassiner lâchement en Algérie. Tout de suite, tout ça recoupé met de la suspicion et met un climat malsain, malheureusement, en France, et notamment en banlieue française, vis-à-vis surtout des jeunes. Moi, je suis moins jeune et je fais un métier, disons, qui peut être honorable. Donc, on est un peu, entre parenthèses, protégé, mais bien que je me balade tout le temps pas avec ma blouse blanche. Mais pour les jeunes, leur vie elle est complètement pas sympathique parce qu'ils sont des suspects potentiels tout le temps avec tout ce qu'on raconte. Et les jeunes, malheureusement, en plus, en banlieue, effectivement, ben, ils ne sont pas ils sont pas direct cadrés. Ils sont pas dans comment dire, un cheminement de réussite globale, à part quelques-uns qui réussissent. Voilà, ici on voit par exemple ce qu'offre le paysage français comme réussite, c'est souvent soit des politiques, comment dirais-je, bien dans le système, ou bien on a affaire à des chanteurs ou des bimbos, voilà, on n'a jamais affaire à des gens intéressants et qui peuvent donner une image positive à ces jeunes pour qu'ils puissent aussi avancer. Et d'ailleurs, tout échec scolaire de leur part, ils sont très vite écartés du système pour n'avoir que des petits, voilà, qu'une petite voie. Et cette petite voie ne les amène pas très loin et leur donne donc une coupure vis-à-vis de la société. Donc s'il y a des jeunes parmi eux qui répondent à ces sonnettes d'aller ailleurs pour trouver un monde meilleur, ma foi, on les prépare pour ça. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, on est plusieurs à penser que vous avez un regard très optimiste sur les choses. Alors vous avez été, ne serait-ce que cet été à Gaza, entre des morts et des situations très dures à vivre, objectivement. Comment vous faites pour garder autant d'espoir et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre quotidien, si on ne se sent pas directement impliqué, pour garder récupérer un peu de votre énergie et de votre force? Je pense que l'espoir est de mise. Sans ça, on déprime et on considère que la vie n'a pas lieu d'être vécue. Par contre, la vie est un sourire. La vie est comment dirais-je, est un don. Moi qui suis croyant, je pense que la vie est un don de Dieu et qu'il faut la vivre pleinement, autant faire se peut. Même quand on est pauvre, on peut être heureux. Je pense que parce que le bonheur n'est pas cadré que pour des gens qui ont des moyens, qui ont des terres. Par contre, celui qui usurpe le sourire des gens, qui usurpe les terres des gens, lui-même, il ne peut pas être très heureux parce qu'il est dans un cheminement qui n'est pas net, à part qu'il a dû manger sa conscience entièrement. Et je pense que l'optimisme est important. Et quand on voyage, on voit les gens dans des conditions difficiles. Là, comme à Gaza, on a côtoyé la mort. On sent que la mort n'est pas très loin. On met un peu de comment dirais-je, de deal très serein avec la mort et qu'on n'est que de passage sur terre. Et qu'après, l'essentiel, c'est de vivre cette vie pleinement. Pour les croyants, ils pensent qu'il y a une vie ailleurs. Pour les non-croyants, il faut qu'ils vivent pleinement leur vie et ils ont aussi des objectifs. Parce qu'on ne peut pas vivre sans objectifs. Alors après, effectivement, moi, je témoigne, je parle avec les gens parce que je dis, mais on peut s'engager. Je pense que l'engagement, au-delà d'avoir un métier comme médecin, on peut s'engager comme être humain vis-à-vis de son voisinage, vis-à-vis de faire du bien partout et donner un peu de son temps et un peu de son énergie. On reçoit des autres beaucoup d'amour
et beaucoup de passion, ce qui nous laisse donc le temps de vivre. Moi, j'ai de la chance de faire un métier qui me permet d'aller très loin dans ce don, et j'en reçois énormément, qui me donne une richesse incroyable et pas mesurable du tout. Pas mesurable parce qu'on nous donne comme mesurer, c'est mesuré toujours par l'argent, mesuré par le paraître et l'avoir, mais je pense qu'il faut aussi qu'on peut mesurer par ce qu'on peut, ce qu'on est, et je pense que ça fait partie aussi de comment on appelle ça, des valeurs universelles qui dépassent toutes les religions, et que la France est quand même, c'est un pays qu'on appelle le pays des droits de l'homme, c'est un pays qui donne des leçons à ce niveau-là, mais malheureusement là on n'est pas très bien, on est moins bien, je ne sais pas pourquoi, mais ce serait bien que les gens reprennent cet espoir-là, parce que l'espoir du don est très important, et le don de soi est beau, je pense. Merci Zouher, c'est un beau mot de conclusion. Merci de nous avoir reçus pour ce deuxième numéro de Regard d'Actu. Est-ce que vous souhaitez encore ajouter quelque chose? Non, c'est moi qui vous remercie. Je pense que ce que vous faites est très, très intéressant, parce que c'est d'essayer de faire témoigner différemment, de faire une presse différente, et c'est le futur. Parce que le futur, c'est que les gens vont aller chercher l'information, aller trouver des choses, au lieu de rester sur un canapé et recevoir. On est dans une deuxième phase, il faut la prendre. Il y en a qui l'ont pris au début, il y en a qui vont le prendre après. Et je suis content d'être avec vous sur votre chaîne, parce que vous êtes des pionniers aussi dans votre domaine. Merci beaucoup. Je vous remercie.